Bonjour à tous et toutes. Bienvenue et merci de participer à notre webinaire sur la réforme de la loi québécoise en matière de protection de renseignements personnels et son impact sur les entreprises. Il s'agit en fait de la même présentation que nous avons donnée hier en anglais. C'est le Québec qui a été la première juridiction à présenter des propositions d'amendement à sa loi en matière de protection de renseignements personnels dans le secteur privé en juin 2020. Et ce projet de loi 69 a été adopté en septembre dernier. Donc, nous sommes une équipe de 7 avocats. Six d'entre nous sommes présents aujourd'hui, spécialisés en protection de la vie privée. Nous avons examiné ces nouveaux amendements et avons préparé notre analyse dans le but d'aider nos clients à naviguer à travers ces nouvelles exigences. Lesquelles peuvent, dans certains cas, poser problème, et aussi afin de les aider à déterminer ce que les entreprises peuvent faire dès aujourd'hui pour se préparer à l'entrée en vigueur de ces amendements. Comme vous pouvez le voir, nous couvrirons les thèmes suivants qui nous semblaient les plus pertinents et les plus importants pour nos clients. L'avocat qui présente proposera des mesures de conformité à la fin de chaque sujet traité. Nous avons beaucoup de matière à traiter, donc il se peut que nous passions rapidement sur ces mesures de conformité, mais nous publions un guide sous peu, un peu plus tard ce mois-ci, qui inclura tous les détails nécessaires et nos recommandations plus en détail. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions dans la boîte Q&A. Si nous ne sommes pas en mesure d'y répondre au cours du webinaire, nous les prendrons en considération pour nos futures publications et présentations. Étant donné que le projet de loi introduit un certain nombre de nouveaux concepts, certaines dispositions sont susceptibles de soulever des défis en matière d'interprétation. Donc, nous les avons identifiés dans notre présentation en utilisant un point d'interrogation. Les modifications à la loi entreront en vigueur sur une période de 3 ans. La plupart d'entre elles entrent en vigueur en septembre 2023, soit 2 ans après la date de sanction. Toutefois, certaines dispositions entrent en vigueur dans moins d'1 an, donc en septembre 2022. Nous avons donc indiqué ces articles qui entrent en vigueur en septembre prochain par un X rouge. Donc, je cède maintenant la parole à Simon Duperron pour discuter des nouvelles dispositions relatives à l'application de la loi. Donc, la loi 64 prévoit 3 types de mécanismes qui visent à assurer la conformité des entreprises aux nouvelles exigences introduites à la loi sur le secteur privé, soit, premièrement, des sanctions administratives pécuniaires ou des SAP, deuxièmement, des nouvelles sanctions pénales et troisièmement, un droit privé d'action. Donc, je vais faire un rapide résumé de ces 3 nouveaux mécanismes-là. Donc, au niveau des sanctions administratives pécuniaires, il s'agit d'un tout nouveau régime qui sera administré par la CAI. Le montant maximum d'une pénalité est fixé à 10 millions de dollars ou, si plus élevé, 2 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise contrevenante. Différents manquements à la loi sur le secteur privé pourront faire l'objet d'une SAP, notamment une collecte, une utilisation, une communication, une conservation ou une destruction de renseignements personnels non autorisés par la loi. Donc, c'est assez large. Un défaut de respecter les exigences de transparence lors de la collecte des renseignements personnels, sur lesquels Héloïse va parler dans la prochaine section. Un défaut d'aviser la CAI ou les personnes concernées par un incident de confidentialité qui présente un risque de préjudice sérieux, ce que Julie va discuter dans la dernière section de la présentation. Un défaut de prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels. Julie va également parler dans sa section. Et finalement, un défaut de respect les nouvelles dispositions de la loi en matière de prise de décision automatisée sur lesquelles Andy va vous discuter de ce nouveau régime-là. La loi 64 a introduit également plusieurs nouvelles infractions pénales dans le corpus législatif. Une entreprise qui est reconnue coupable d'avoir commis l'une de ces infractions, notamment d'avoir utilisé, recueilli, communiqué, conservé ou détruit des renseignements personnels en contravention avec la loi, pourrait devoir payer une amende qui pourrait aller jusqu'à 25 millions de dollars ou 4 % de son chiffre d'affaires. Finalement, la loi 64 reconnaît la possibilité pour les individus de réclamer des dommages-intérêts punitifs lorsqu'une atteinte illicite à un droit conféré par la loi sur le secteur privé ou par les articles 35 à 40 du Code civil du Québec cause un préjudice et que cette atteinte est intentionnelle ou résulte d'une faute lourde. D'ailleurs, cette disposition particulière a été amendée en commission parlementaire, ce qui laisse planer un certain doute sur son champ d'application. Alors que la version initiale de l'article prévoyait qu'un individu pouvait à la fois réclamer des dommages-intérêts compensatoires et punitifs,
en réparation d'un préjudice causé par une violation de la loi sur le secteur privé. La version finale de l'article mentionne uniquement l'octroi de dommages-intérêts punitifs. Il va sans dire qu'une réforme aussi importante en matière d'application de la loi ne se fait pas sans soulever certaines zones d'incertitude. D'abord, au niveau de l'entrée en vigueur, le nouveau régime des SAP entre en vigueur dans 2 ans, soit en septembre 2023, à l'instar de la majorité des dispositions introduites par la loi 64. On peut toutefois se demander si la CAI aura l'autorité pour imposer une SAP à une entreprise qui contrevient à une exigence qui, elle, entre en vigueur dès 2022, notamment l'obligation de signalement obligatoire des incidents de confidentialité. La loi 64 prévoit que l'imposition d'une SAP se prescrit par 2 ans à compter de la date du manquement. Donc, si un manquement se produit en septembre 2022 pour une exigence qui est entrée en vigueur, la CAI va avoir techniquement 1 an pour parvenir à un avis de non-conformité à l'entreprise contrevenante si elle entend imposer une SAP. Une autre incertitude concerne le statut de la personne qui va imposer les SAP. Bien que le nouveau régime soit sous la responsabilité de la CAI, la loi précise que c'est une personne désignée par la commission, mais qui n'est pas membre de l'une de ses sections, qui sera chargée d'imposer une SAP. Or, on voit assez mal comment une sanction administrative prise en vertu de la loi sur le secteur privé pourrait être imposée par une autre personne que la CAI. Bon, la CAI va publier un cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires d'ici l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, donc on risque d'avoir une réponse à cette question-là bientôt. Ensuite, il n'est pas entièrement clair si les nouvelles sanctions administratives et pénales vont permettre aux entreprises de présenter une défense de diligence raisonnable. La loi 64 prévoit que la CAI peut envoyer un avis de non-conformité à l'entreprise lorsqu'elle constate un manquement qui pourrait donner lieu à une SAP ou à une sanction pénale. Toutefois, elle est uniquement obligée d'envoyer un tel avis avant d'imposer une SAP. La loi 64 prévoit également qu'une entreprise peut en tout temps s'engager auprès de la CAI à prendre des mesures nécessaires pour remédier au manquement ou pour en atténuer les conséquences. Et cet engagement doit énoncer les actes qui constituent le manquement. Et il peut également inclure des conditions prescrites par la CAI, incluant une obligation de payer une somme d'argent. Lorsqu'un tel engagement est accepté par la CAI, aucune SAP ne peut être imposée à l'entreprise pour les gestes mentionnés dans l'engagement. Toutefois, rien n'est prévu en matière de sanctions pénales. En outre, les dispositions pénales de la loi sur le secteur privé ont été très peu appliquées par les tribunaux depuis l'adoption de la loi en 1993. Ainsi, on peut se demander si l'augmentation du montant des amendes sera à lui seul suffisant pour changer cette dynamique. Finalement, comme je l'ai mentionné, l'amendement apporté en commission parlementaire sur le nouveau droit privé d'action laisse planer un certain doute concernant le champ d'application de cette disposition, à savoir si elle introduit une nouvelle cause d'action pour un recours en dommages-intérêts compensatoire en réparation d'un préjudice causé par une contravention à la loi sur le secteur privé, ou s'il s'agit plutôt d'une disposition d'attribution de dommages-intérêts punitifs. Je vais maintenant passer la parole à François Jolicoeur, qui va vous présenter les nouvelles obligations en matière de responsabilité et de gouvernance. Merci beaucoup, Simon. Donc, avant de commencer à parler de responsabilité et de gouvernance, je veux juste dire quelques mots sur la portée de la loi, parce qu'on a eu plusieurs questions à ce sujet. Donc, c'est important d'abord de souligner que le projet de loi n'inclut pas de disposition en fait, sur la portée matérielle ou territoriale de la loi sur le secteur privé. Donc, la loi sur le secteur privé continue de s'appliquer à toute personne qui exploite une entreprise au sens du Code civil du Québec, c'est-à-dire essentiellement une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial. Aussi, le projet de loi n'introduit pas de test spécifique sur la portée extraterritoriale de la loi. Donc, il va continuer d'avoir des incertitudes à ce sujet. Ce qu'on sait toutefois, c'est que la Commission d'accès à l'information interprète la portée de la loi de façon assez large. On sait aussi qu'une entreprise sans établissement au Québec peut être assujettie à la loi sur le secteur privé. Par exemple, dans la récente décision Clearview AI, laquelle a considéré que la loi sur le secteur privé s'appliquait à une organisation qui recueillait des renseignements personnels au Québec avec l'intention de vendre des produits à des autorités policières dans la province. Enfin, aussi, c'est intéressant de noter que la loi sur le secteur privé, en fait, la CAI prend la position que la loi sur le secteur privé peut s'appliquer à des entreprises de compétences fédérales. Je vais maintenant rentrer dans les questions de
de gouvernance et de responsabilité. Merci, Simon. Donc, la loi 64 reconnaît formellement que toute entreprise est responsable d'assurer la protection des renseignements personnels qu'elle détient. Et il découle de ce principe plusieurs obligations en matière de responsabilité et de gouvernance des données. Et un des piliers de ce principe, c'est la création du rôle du responsable de la protection des renseignements personnels. Et c'est une des premières dispositions qui entre en vigueur donc, dans un an. Donc, à partir de septembre 2022, la personne qui a la plus haute autorité au sein de l'entreprise va, par défaut, exercer la fonction de responsable de la protection des renseignements personnels. Donc, en gros, ça signifie que c'est le PDG de l'entreprise, probablement, qui va avoir ce rôle par défaut. Heureusement, la fonction peut être déléguée par écrit à un membre de l'entreprise ou à un tiers. Notre obligation, c'est d'inscrire ou de publier en fait les coordonnées et le titre du responsable de la PRP sur le site web de l'entreprise. Maintenant, en termes de responsabilité de cette personne, la loi 64 prévoit que le responsable de la PRP doit veiller à la conformité de l'entreprise à la loi sur le privé et assigne aussi certaines tâches particulières à cette personne. Donc, approuver les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de protection des renseignements personnels, participer à l'élaboration des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée, les EFVP, PIA, Privacy Impact Assessment en anglais, je vais en parler dans quelques minutes, et conseiller l'entreprise quant à ses responsabilités en matière d'incidents de confidentialité. Pour ce qui est des qualifications de cette personne, il n'y a pas d'obligation particulière. On ne prévoit pas explicitement que le responsable doit être situé au Québec, qu'il doit avoir des connaissances particulières des lois sur la vie privée québécoise ou qu'il doit parler français. Donc, on pourrait s'imaginer qu'un responsable, un privacy officer d'une entreprise multinationale qui est située à l'extérieur du Québec pourrait exercer le rôle pour les fins du Québec. Ou, en tout cas, il n'y a rien qui l'interdit dans le texte de la loi. C'est intéressant aussi de noter certaines différences entre le rôle de responsable au Québec par rapport à celui du délégué à la protection des données sous le RGPD. Par exemple, la loi 64 n'exige pas l'allocation de ressources particulières au responsable. Il n'y a pas d'obligation relative à son indépendance, puis il n'y a pas non plus d'obligation d'informer la commission directement des coordonnées de cette personne-là. À la prochaine diapo, je vais parler de quelques pistes de conformité, puisque c'est une des dispositions qui vient vite, ça vient dans moins d'un an. Les entreprises qui n'ont pas encore de responsable de la PRP devraient tout de suite commencer à déterminer quelles sont les qualifications requises pour exercer ce rôle, pour voir si elles possèdent de l'expertise à l'interne, si plutôt elles doivent recruter pour le rôle ou si elles souhaitent externaliser cette responsabilité-là. Une fois que le responsable est désigné, l'entreprise devrait probablement lui offrir un programme de formation pour s'assurer que la personne reste à jour sur les nouveaux développements. Et aussi, il y a l'obligation de publier les coordonnées sur le site web, donc à partir de septembre, du 22 septembre 2022. Voilà la prochaine diapo pour parler une autre partie importante de l'obligation des obligations de responsabilité et de gouvernance, c'est d'avoir des politiques en matière de gouvernance et de protection des renseignements personnels. Donc, la loi 64 prévoit formellement cette obligation. Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et pratiques en matière de gouvernance et de protection des renseignements personnels qui doivent porter notamment sur la conservation et la destruction des renseignements personnels, sur les rôles et responsabilités des membres de l'entreprise relatives à la protection des renseignements personnels tout au long du cycle de vie des renseignements. Et aussi, l'entreprise doit prévoir un processus pour traiter les plaintes relatives à la protection des renseignements personnels. Par ailleurs, il y a une nouvelle exigence assez unique, c'est de publier des informations détaillées au sujet de ces politiques et pratiques sur le site web de l'entreprise en des termes simples et clairs. Donc, quelques pistes de conformité par rapport à ces obligations-là. Donc, une bonne façon de commencer est de faire un inventaire des politiques et procédures déjà en place, et puis ensuite de procéder à une cartographie des données pour obtenir un bon aperçu des pratiques de gestion des renseignements personnels de l'entreprise. Ça aidera l'entreprise, évidemment, à mettre à jour ou à établir son cadre de protection des renseignements personnels et établir toute la suite de procédures et politiques qui devraient y être inclus. Ensuite, une fois que les politiques et procédures sont en place, avoir un programme de formation pour les employés, c'est toujours important. Et puis, il va falloir prévoir comment l'entreprise souhaite publier des informations sur ces politiques.
et pratique sur son site web. Donc, on voit de plus en plus certaines entreprises qui ont une espèce de section dédiée à la protection des renseignements personnels sur leur site, qui n'ont pas juste leur politique externe, leur privacy policy. Donc, ça peut être une idée d'avoir ce type de créer ce type de section dédiée. Une autre obligation importante concerne l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, donc les fameuses EFVP. Il y aura maintenant une obligation explicite en fait de procéder à une EFVP pour tout projet d'acquisition, de développement ou de refonte d'un système d'information ou de prestation électronique de services impliquant des renseignements personnels. Ce n'est pas une obligation rétroactive, donc elle vise simplement les nouveaux projets ou potentiellement les réformes de ces projets. La loi prévoit que le FVP doit être proportionnalité à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support. Donc, on comprend que ce critère vise à ce que, en fait, l'envergure de l'évaluation soit adaptée à l'impact du projet sur la vie privée des individus. Donc, un projet qui implique peu de renseignements personnels, qui sont peu sensibles, ne va pas nécessiter le même type de FVP que, par exemple, un système de biométrie. Rapidement, quelques pistes de conformité pour s'y conformer. Développer une procédure interne sur les FVP, c'est toujours pertinent. Puis, définir dans cette politique, en fait, les critères qui vont déclencher l'obligation du FVP en fonction vraiment des pratiques de l'entreprise. C'est aussi important d'avoir un processus pour s'assurer que les projets qui nécessitent une évaluation soient identifiés dès le début par les gens dans les départements. Et c'est important donc de communiquer le processus au sein de l'entreprise, des fois désigner des responsables dans les départements clés qui pourront identifier ces projets-là puis communiquer avec le responsable de la PRP dès le début d'un projet pour mener le FVP. Aussi, c'est souvent utile de développer un gabarit en fait pour la réalisation des EFVP qui est facile d'utilisation, puis former en fait les gens dans les opérations à compléter ces documents-là ou au moins compléter une première version qui pourra ensuite être révisée par le responsable de la PRP ou par le département juridique. Le dernier point sur la responsabilité gouvernance, c'est l'obligation par rapport aux paramètres de confidentialité. Donc, la loi prévoit qu'une entreprise qui recueille des renseignements personnels en offrant au public un produit ou un service technologique qui dispose de paramètres de confidentialité doit s'assurer que par défaut, ces paramètres assurent le plus haut niveau de confidentialité, sans aucune intervention de la personne concernée. La loi prévoit explicitement que ça ne s'applique pas aux témoins de connexion, donc aux cookies. On comprend aussi, selon le libellé de la disposition, puisqu'on parle de services offerts au public, que ça ne s'applique pas non plus aux produits ou services destinés à un employé d'une entreprise, comme un intranet, par exemple. La disposition laisse quand même un certain nombre de questions en suspens. Par exemple, il n'y a aucun qualificatif permettant de déterminer ce qui est considéré comme le plus haut niveau de confidentialité dans un contexte particulier. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait certains défis pour les entreprises par rapport à ces obligations-là. Encore rapidement, peut-être plus de conformité, d'identifier le type de produits ou services qui entrent dans ces critères-là, puis qui sont soumis à l'obligation. Et puis après, il va falloir voir, en fait, est-ce que les paramètres sont par défaut au plus haut niveau de confidentialité? Et puis, s'il faut potentiellement faire une reconfiguration, en fait, de ces paramètres-là. Alors, voici pour les obligations de responsabilité et de gouvernance. Je passe maintenant la parole à Héloïse qui va vous parler des dispositions de transparence et consentement. Merci, François. Alors, la loi 64 clarifie les règles applicables en matière de transparence et de consentement. Alors, sur le plan de la transparence, les entreprises ont une obligation de fournir certaines informations en termes simples et clair, quel que soit le moyen utilisé pour recueillir des renseignements. Cette obligation de transparence survient lors de la collecte ou dans certains cas sur demande. Donc, lors de la collecte, l'entreprise qui recueille des renseignements auprès d'un individu doit l'informer
des fins auxquelles et des moyens par lesquels les renseignements sont recueillis, de ses droits d'accès, rectification applicable, de son droit aussi de retirer son consentement à l'utilisation, au partage de ces renseignements. Par exemple, ce serait le cas pour toute utilisation ou partage à des fins secondaires, comme par exemple à des fins de marketing. Le cas échéant aussi, il faut rendre disponible le nom du tiers pour qui la collecte est faite, si la collecte est faite pour le compte d'une tierce partie, et le type de fournisseur de services utilisé par l'entreprise. Heureusement, un amendement de dernière minute fait en sorte qu'il n'est pas requis de fournir le nom de ces fournisseurs de services, seulement la catégorie. Et aussi, il faut aviser les individus de la possibilité que leurs renseignements soient communiqués à l'extérieur du Québec. Donc, il n'y a aucune grande surprise ni d'enjeu à ce niveau. Ce sont des exigences qui étaient déjà présentes dans les autres lois canadiennes en matière de PRP. Une entreprise doit également, sur demande, informer un individu des renseignements personnels recueillis auprès de lui, des catégories d'employés qui ont accès à ces renseignements personnels au sein de l'entreprise. Il faut garder en tête là, que seulement les employés qui ont besoin d'accéder aux renseignements personnels des clients ou des employés dans le cadre de leur fonction devraient y avoir accès. Il faut également répondre aux questions qui touchent à la durée de conservation des renseignements et, tel que François l'a mentionné, les coordonnées du responsable de la PRP. Lorsqu'une entreprise recueille des renseignements personnels auprès d'une autre entreprise, elle doit évidemment informer l'individu de la source des renseignements, à moins évidemment qu'il s'agisse d'un dossier qui est créé dans un contexte d'enquête. Donc, au niveau des nouvelles technologies, page suivante, une entreprise qui recueille des renseignements personnels en ayant recours à une technologie permettant d'identifier, localiser ou effectuer le profilage d'un individu doit préalablement l'informer du recours à une telle technologie et aussi des moyens offerts pour l'activer. Donc, la notion de profilage est très englobante, vous la voyez là, sur la diapo, de telle sorte qu'elle touche autant les employés que les clients potentiels, visiteurs de sites web, etc. Il n'est pas clair si cette disposition constitue le simple prolongement de l'obligation de transparence prévue à l'article 8 ou s'il s'agit vraiment d'une restriction concrète à l'utilisation de ce type de technologie. Donc, en commission parlementaire, on avait Simon là, qui a passé beaucoup de temps à écouter tout ce qui se disait. Éric Kerr, ministre responsable de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels, a indiqué que cette nouvelle disposition-là avait pour conséquence d'introduire un consentement explicite opt-in pour la collecte des renseignements personnels au moins de ce type de technologie. Et la CAI, sur son site, qui a publié des renseignements sur la loi 64 va dans le même sens. Toutefois, quand on regarde le libellé de l'article 8.1, on note que c'est une obligation qui se limite à informer les individus des moyens disponibles pour activer ces fonctions. Donc, selon nous, il y a une certaine incertitude quant à l'interprétation à donner à cette nouvelle disposition. Une entreprise qui recueille des renseignements personnels par un moyen technologique doit également publier une politique de confidentialité sur son site web, lequel doit être rédigé en termes simples et clairs, encore une fois, et la diffuser par tout moyen propre à atteindre les individus concernés. Donc, on vise peut-être ici à encourager l'utilisation de pop-up ou de bannières là, qui indiqueraient, par exemple, l'utilisation de témoins. Une entreprise a les mêmes obligations de transparence que celles détaillées là, à l'article 8.2 si sa pratique fait l'objet d'une modification. Donc, à défaut d'avoir des lignes directrices de la CAI, il peut être intéressant là, de considérer les lignes directrices pour l'obtention d'un consentement valable qui ont été publiées par le Commissariat à la vie privée du Canada il y a quelques années. C'est un document fort utile. Donc, page suivante. Pour se conformer à ces nouvelles obligations, une entreprise doit donc mettre à jour sa politique, s'assurer que les nouveaux éléments requis sont inclus en termes simples et clairs, mettre en place un processus pour être en mesure de répondre aux questions, aux demandes d'informations supplémentaires des individus, faire l'inventaire des technologies qui collectent des renseignements permettant d'identifier, localiser ou profiler des individus et le cas échéant mettre à jour sa politique de confidentialité au formulaire de consentement et déterminer aussi si des renseignements personnels sont collectés par l'entremise de moyens technologiques et le cas échéant, publier une politique de confidentialité sur le site Internet. Donc, page suivante, la loi 64 apporte également certaines précisions relativement au consentement.
Donc, pour ce qui est de la forme du consentement, la loi reconnaît la possibilité pour une entreprise de s'appuyer sur un consentement implicite pour utiliser et communiquer des renseignements personnels conformément aux fins énoncées dans sa politique de confidentialité, c'est l'article 8.3. Toutefois, la loi 64 mentionne également que le renseignement personnel ne peut être utilisé au sein de l'entreprise qu'aux fins pour lesquelles il a été recueilli ni communiqué à un tiers, à moins que l'individu n'y consente ou que la loi ne le prévoie. Lequel consentement doit être manifesté de façon expresse dès qu'il s'agit d'un renseignement personnel sensible. Un renseignement sensible est défini de façon très flexible. Gardez en tête que les renseignements de nature médicale, biométrique seront toujours considérés comme des renseignements de nature sensible. La loi précise également qu'un consentement valide doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques et demandé à chacune de ces fins en termes simples et clairs. Vous voyez, ça revient souvent, là, la notion de termes simples et clairs. Lorsqu'une demande de consentement est effectuée par écrit, l'entreprise doit s'assurer que cette demande est présentée distinctement de toute autre information communiquée à l'individu. Donc, ça pourrait impliquer, par exemple, une séparation claire des informations concernant d'autres sujets, par exemple les modalités d'utilisation des services de l'entreprise. Lorsqu'un individu le requiert, l'entreprise doit lui prêter assistance afin de l'aider à comprendre la portée du consentement demandé. En ce qui a trait au consentement du mineur, celui du mineur de moins de 14 ans est donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. Et le consentement du mineur âgé de 14 à 18 ans peut être donné par le mineur, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur. Donc, page suivante, très rapidement, en termes de pistes de conformité, l'entreprise devrait faire l'inventaire des renseignements personnels traités par l'entreprise, déterminer lesquels sont de nature sensible ou lesquels appartiennent à des mineurs, lesquels sont exclus même du champ d'application de la loi, faire l'inventaire des formulaires de consentement, les réviser afin de s'assurer que tout consentement est donné à des fins spécifiques en termes simples et clairs, que les nouvelles exigences sont respectées. Également, mettre en place un processus pour s'assurer que sur demande d'un individu, l'entreprise est en mesure de lui prêter assistance et l'aider à comprendre la portée du consentement demandé et aussi considérer, mettre à jour la politique de classification, de catégorisation de l'entreprise afin d'y refléter les renseignements qui sont de nature sensible ou appartenant à des mineurs. Donc, page suivante, je vais traiter rapidement des exceptions à l'exigence de consentement. Donc, la loi 64 exclut les coordonnées d'affaires du champ d'application de la loi. C'est une exclusion qui est similaire à celle prévue par la loi de la Colombie-Britannique, mais c'est une exception qui va au-delà de ce que prévoit la loi fédérale et la loi de l'Alberta pour le secteur privé, qui se limite en fait à exclure ces renseignements uniquement lorsqu'ils sont utilisés afin d'entrer en contact avec l'individu dans le cadre de ses fonctions. Donc, c'est une exception qui est intéressante. Si vous désirez bénéficier de cette exception, gardez en tête que les exigences de la loi canadienne anti-pourriel qui régissent l'utilisation d'adresses courriel pour transmettre des messages électroniques commerciaux continuent de s'appliquer. En vertu de la loi 64, un renseignement personnel peut être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a initialement été collecté sans consentement à des fins d'affaires légitimes. Donc, lorsque l'utilisation est nécessaire pour fournir ou livrer le produit ou pour effectuer la prestation du service demandé, à des fins aussi de prévention et détection de la fraude ou même d'amélioration de mesures de sécurité. Il y a aussi une exception si l'utilisation des renseignements est manifestement au bénéfice de l'individu et aussi lorsque l'utilisation est à des fins compatibles avec celles pour lesquelles le renseignement a été recueilli. Donc, on ouvre la porte ici à des nouvelles utilisations qui découleraient de l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Il y a aussi des exceptions en matière de recherche, mais Andy va nous parler de ceci. Donc, dernier point, c'est l'exception au consentement pour les communications. Donc, il y a une exception au consentement dans un contexte d'impartition, quoi qu'il faut mettre en place des mesures de protection contractuelle. Elisa va vous entretenir à ce sujet. Il y a également une exception lorsque la communication est nécessaire pour la conclusion d'une transaction commerciale. Si une entente est conclue avec l'autre partie, il y a certains critères à respecter. En fait, le Québec est la dernière juridiction à avoir à inclure ce type d'exception-là. C'était un amendement qui était attendu depuis fort longtemps.
dernier point, c'est qu'il n'y a pas d'exception au consentement afin d'établir, de gérer ou de mettre fin à une relation d'emploi. Mais la seule juridiction canadienne à ne pas avoir une telle exception, et ceci, selon nous, peut s'avérer problématique considérant les limites du modèle du consentement dans le contexte des relations employeur-employé. Donc, en termes de pistes de conformité, vous pourrez les lire et d'ailleurs, elles vont être détaillées dans notre guide qui sort très prochainement. Donc, je cède maintenant la parole à Andy Nagy pour discuter des nouvelles dispositions relatives à la recherche et aux nouveaux droits individuels. Merci. Donc, je passerai brièvement en revue les amendements du projet de loi 64 régissant l'utilisation et la communication des renseignements personnels sans consentement à des fins de recherche et d'analyse. Je donnerai également un aperçu des nouveaux droits individuels en vertu du projet de loi. Donc, si on passe, OK, oui. Donc, en ce qui concerne la communication de renseignements personnels à des fins de recherche sans consentement préalable, le régime actuel exige que la CAI accorde une autorisation à l'entreprise qui désire communiquer les renseignements. Le nouveau régime est donc plus souple et potentiellement plus efficace, étant donné que les entreprises et les chercheurs qui souhaitent partager des renseignements à des fins de recherche n'auront plus besoin d'attendre que la CAI effectue un examen de leur demande. En revanche, il existe de nouvelles obligations pour les entreprises qui souhaitent communiquer des renseignements personnels sans consentement à des fins de recherche. Par exemple, les parties devront procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et devront conclure une entente écrite de partage des données, laquelle devra contenir des dispositions prévues par la loi. La CAI devra aussi être avisée 30 jours avant l'entrée en vigueur de l'entente, ce qui signifie qu'aucun renseignement personnel ne doit être partagé avant l'expiration de cette période de 30 jours. Si on passe à l'autre diapo. Pardon, je vais revenir, désolé. Il existe également deux nouvelles exceptions au consentement pouvant soutenir l'utilisation de renseignements personnels à des fins de recherche et d'analyse interne. Et je mets l'emphase sur le mot interne parce que ces exceptions-là visent l'utilisation et non la communication des renseignements personnels. La première exception prévoit que les entreprises peuvent utiliser les renseignements personnels à des fins compatibles avec celles pour lesquelles les renseignements personnels ont été recueillis à l'origine. Le projet de loi 64 stipule qu'une fin sera considérée comme compatible lorsqu'il existe un lien pertinent et direct avec les fins initiales de la collecte. Toutefois, on suggère que les entreprises fassent preuve de prudence lorsqu'elles utilisent des renseignements personnels sensibles dans le cadre de recherche interne. Il est raisonnable de croire que la CAI adoptera une interprétation plus stricte de ce qui constitue des fins compatibles lorsque les renseignements personnels sont sensibles. La seconde exception prévoit que les entreprises peuvent utiliser les renseignements personnels à des fins d'études internes ou aussi de recherche si les renseignements sont préalablement dépersonnalisés. Donc, bien que la dépersonnalisation ne s'élève pas au niveau de l'anonymisation, il est important de garder à l'esprit que le niveau de dépersonnalisation requis pour bénéficier de cette exception nécessitera vraisemblablement une évaluation contextuelle du risque de réidentification. Les entreprises ont donc tout intérêt à mettre en œuvre des mesures visant à réduire le risque de réidentification et à prendre en compte justement des facteurs tels que le volume et la sensibilité des renseignements. Donc maintenant, si on peut passer à l'autre diapo. Donc, en ce qui concerne les mesures de conformité, les entreprises qui souhaitent se prévaloir de ces nouvelles exceptions au consentement doivent envisager de mettre en place des procédures pour s'assurer que la communication ou l'utilisation des renseignements personnels relève bien du champ d'application de ces exceptions et que des mesures adéquates sont en place pour minimiser les risques liés à la protection des renseignements personnels. Donc maintenant, si on tourne au nouveau droit individuel, donc en vertu du nouveau droit à l'oubli, une personne pourra adresser une demande écrite à une entreprise lui demandant de cesser de diffuser la diffusion de ses renseignements personnels ou de faire désindexer des résultats de recherche les hyperliens associés à son nom. Ce droit ne s'applique que dans deux situations très spécifiques. Donc, premièrement, lorsque la diffusion des renseignements personnels contrevient à la loi ou à une ordonnance judiciaire. Deuxièmement, lorsque la diffusion des renseignements personnels cause un préjudice grave
à la réputation ou à la vie privée de l'individu. Sur ce dernier point, l'entreprise qui reçoit une demande invoquant l'existence d'un préjudice grave doit s'assurer que la mesure demandée n'excède pas ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation de ce préjudice. L'entreprise doit également conclure que le préjudice est manifestement supérieur à d'autres intérêts fondamentaux tels que la liberté d'expression et le droit du public à l'information. En termes d'incertitude qu'on vient de noter, c'est qu'il y a un nouveau droit aussi ici aux individus de demander la réindexation des hyperliens associés à leur nom. Donc, bien que le sens du terme réindexation ne soit pas précisé dans la loi, il est utile de noter qu'il est décrit dans un document document gouvernemental comme un droit de faire déplacer des hyperliens. Cela suggère une certaine forme de modification de l'ordre des résultats de recherche plutôt qu'une suppression complète des hyperliens. Donc maintenant, si on passe à l'autre diapo, donc quant au droit à la portabilité des données, il confère essentiellement aux individus le droit de recevoir des renseignements personnels informatisés dans un format technologique structuré et couramment utilisé et de faire transférer ces renseignements directement à toute personne ou organisme autorisé par la loi à recueillir ces renseignements. L'objectif principal du droit à la portabilité des données est de faciliter la réutilisation des données et de favoriser la concurrence dans le contexte de l'ère numérique. Donc, l'expression format technologique structuré et couramment utilisé n'est pas explicitement définie dans la loi, ce qui pourrait créer des difficultés en l'absence de directives réglementaires. Toutefois, selon toute vraisemblance, la signification de cette expression variera en fonction de l'industrie et du secteur concerné. Ce que nous savons, c'est que d'après le libellé de ce nouveau droit, il ne s'applique qu'aux renseignements personnels informatisés qui ont été requis auprès de la personne concernée. En d'autres termes, il ne s'applique pas aux documents en format papier ou aux renseignements requis auprès d'un tiers. Le droit à la portabilité des données exclut également de son champ d'application les renseignements personnels qui ont été créés ou inférés à partir d'autres renseignements personnels collectés. Cette disposition vise manifestement à protéger les intérêts commerciaux des entreprises. Si je vais juste passer maintenant à la prochaine diapo. Donc, on va parler un peu plus maintenant des droits concernant la prise de décision automatisée. Donc, tout d'abord, les individus maintenant concernés devront être informés de l'utilisation de leurs renseignements personnels pour prendre une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de leurs données, et ce, au plus tard lorsqu'ils seront informés de cette décision. Il convient de souligner ici que la loi n'exige pas que cette information soit fournie au moment où l'individu est informé de la décision dans tous les cas. Les entreprises pourraient donc envisager de fournir cet avis au moment, par exemple, de la collecte des renseignements personnels. Une deuxième exigence ici, c'est que les individus ont également le droit de demander de recevoir de l'information additionnelle sur la prise de décision automatisée, soit les renseignements personnels qui ont été utilisés pour rendre la décision, les raisons ainsi que les principaux facteurs et paramètres qui ont mené à la décision aussi, et le droit de faire rectifier ces renseignements. Toutefois, les entreprises doivent être prudentes lorsqu'elles communiquent les renseignements les raisons de cette décision. Par exemple, en vertu d'une exigence similaire prévue au RGPD en Europe, les entreprises qui utilisent des techniques de traitement automatisé faisant appel à l'intelligence artificielle ont constaté qu'il était difficile d'expliquer comment ces décisions étaient prises d'une manière compréhensible et suffisamment transparente dans tous les cas. Finalement, il faut conclure que le troisième point ici, c'est que les personnes concernées doivent avoir aussi la possibilité de soumettre leurs observations à une personne désignée au sein de l'entreprise qui est capable de réviser la décision. Un autre aspect ici qu'on va regarder, c'est que il y a aussi un renforcement des droits en matière de transparence. Donc, les individus auront la possibilité de demander des informations supplémentaires sur les pratiques d'une entreprise en matière de traitement de leurs renseignements personnels. Cela signifie qu'une personne pourrait demander non seulement les renseignements qui lui ont été fournis au moment de la collecte, mais aussi des renseignements additionnels comme les catégories de personnes qui ont accès à ces renseignements personnels au sein de l'entreprise,
ainsi que la période de conservation applicable. Comme ces demandes ne sont pas soumises au régime applicable aux demandes d'accès et de rectification, elles pourraient techniquement être formulées oralement ou par écrit. Donc, les entreprises devraient se préparer à cette possibilité. Donc, maintenant, si on termine avec quelques pistes de conformité. Donc, pour se préparer l'entrée en vigueur de ces nouveaux droits individuels, les entreprises peuvent déjà commencer à prendre certaines mesures préliminaires pour revoir et mettre à jour leurs procédures actuelles. Je ne vais pas reprendre en détail les points énumérés à l'écran, mais il suffit de dire que les entreprises devraient envisager de dresser un inventaire de leurs pratiques afin de déterminer si elles sont susceptibles de tomber sous le coup de ces nouveaux droits et ensuite d'apporter les modifications correspondantes aux politiques et procédures en place. Donc maintenant, je vais passer la parole à Elissa qui va parler un peu plus des exigences liées à l'impartition et au transfert de données à l'extérieur du Québec. Merci Andy. Je vais donc commencer avec les exigences en matière d'impartition, c'est-à-dire des situations où l'entreprise confie à un fournisseur de services la tâche de traiter des renseignements pour son compte. Et puis, je vous parlerai ensuite des restrictions apportées au transfert de données hors du Québec. D'abord, tel qu'Héloïse l'a indiqué plus tôt, l'obligation de transparence de l'entreprise requiert désormais qu'elle indique que les renseignements personnels pourront être communiqués à ses fournisseurs de services. Rien de particulier à ce niveau-là. Qui est plus intéressant, c'est la confirmation à l'article 18.3 des pratiques existantes et du régime dans le reste du Canada, à l'effet que le consentement des individus concernés n'est pas exigé pour communiquer des renseignements aux fournisseurs de services. Comme l'a indiqué François plus tôt, l'entreprise doit maintenant, a une obligation d'effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, une EFVP, lorsqu'un projet d'impartition comprend l'acquisition, le développement ou la refonte d'un système d'information ou d'une prestation électronique de service qui implique le traitement de renseignements par un fournisseur de services. C'est une obligation qui va peser sur l'entreprise, mais pour ceux d'entre vous qui représentent des fournisseurs de services, je pense que vous devriez vous attendre à collaborer à ce type d'exercice qui va demander nécessairement une description de ce type de projet et de leur impact potentiel sur la vie privée des individus concernés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'article 18.3 prévoit désormais que le traitement de renseignements personnels par un fournisseur de services devra être soumis à un contrat écrit et que ce contrat écrit devra préciser les mesures permettant d'assurer d'abord la protection du caractère confidentiel des renseignements communiqués, c'est-à-dire les mesures physiques, organisationnelles, techniques qui pourront être mises en place par le fournisseur. Ensuite, que les renseignements ne seront utilisés que dans le cadre de l'exécution du contrat, c'est-à-dire que le fournisseur ne devrait pas pouvoir l'utiliser pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Et enfin, que le fournisseur de services ne devra pas conserver les renseignements après l'expiration du contrat. Et une nouvelle exigence importante, qui est toujours l'article 18.3 à l'alinéa 2, cette fois-ci, à l'effet que le fournisseur de services devra aviser sans délai le responsable de la PRP de l'entreprise de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l'une ou l'autre des obligations relatives à la confidentialité du renseignement communiqué. Donc c'est une obligation qui va beaucoup plus loin que la simple notification des incidents de confidentialité, qui est plus sévère qu'en vertu du RGPD et dont Julie va vous parler un peu plus en détail dans sa section. Enfin, le fournisseur de services devra permettre au responsable PRP d'effectuer toute vérification relative à ses obligations en matière de confidentialité, c'est-à-dire demander tout document et d'effectuer toute vérification additionnelle. Donc, ce sont des droits d'audit qui vont être très larges en vertu de cette nouvelle disposition. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En termes de pistes de conformité, je pense que la première chose à faire, évidemment, c'est, si ce n'est pas déjà fait, de s'assurer que votre politique de confidentialité indique bien qu'elle peut transmettre des renseignements à ses fournisseurs de services. Préparer un modèle de contrat de traitement de renseignements personnels qui sera conforme à l'article 18.3 dont j'ai parlé plus tôt. Je pense aussi qu'en termes de préparation, il sera important de recenser les fournisseurs de services qui traitent ces renseignements pour déterminer si oui ou non un contrat conforme a été conclu avec chacun d'entre eux, et puis dans la négative, leur faire signer le modèle de contrat dont je viens de parler. Et puis, en ce qui concerne les fournisseurs qui fournissent un service ou un système qui requiert une EFVP, il va falloir prévoir d'effectuer des évaluations pour chaque projet d'impartition qui implique effectivement
l'acquisition, le développement ou la refonte d'un système d'information ou d'une prestation de services électroniques impliquant le traitement. Donc ça, c'est vraiment à prévoir. Et puis, je pense aussi qu'une bonne, en termes de gouvernance, François en parlait aussi plus tôt, développer une procédure d'impartition et d'évaluation des risques qui prend en compte les facteurs que je viens de mentionner sera très importante pour que vos équipes en charge des fournisseurs de services en général de l'impartition puissent respecter la loi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, le transfert de renseignements hors du Québec, c'est probablement l'un des sujets qui a suscité le plus de réactions, peut-être même d'émotions, compte tenu des restrictions créées par le nouveau régime que nous écrivons aujourd'hui. D'abord, le point le plus simple, l'obligation de transparence de l'entreprise requiert désormais que celle-ci indique que les renseignements peuvent être communiqués à l'extérieur du Québec et non simplement du Canada. Donc, il va falloir être très précis dans les politiques. Et la disposition qui vraiment suscite le plus de controverses, c'est le nouvel article 17 qui prévoit qu'une entreprise qui souhaite communiquer des renseignements à l'extérieur du Québec ou qui confie à un fournisseur de services hors du Québec la tâche de traiter des renseignements pour son compte devra évaluer désormais avec une FVP transfert l'impact sur la vie privée des individus concernés, qui devra tenir compte de la sensibilité des renseignements, de la finalité de leur utilisation, des mesures de protection, y compris contractuelles, qui s'y appliqueront, et enfin du régime juridique applicable dans l'état de réception, notamment les principes de protection des renseignements personnels qui sont applicables. Et c'est là où les choses se compliquent, bien entendu. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, si l'évaluation, le FVP démontre que le renseignement bénéficiera d'une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus, alors le transfert est autorisé. Le problème, c'est que la loi ne précise pas en quoi consistent ces principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Donc, dans l'attente soit de règlement sur ce point ou de ligne directrice de la CAI, cette exigence reste très floue. Si l'évaluation conclut que les renseignements ne seront pas adéquatement protégés dans la juridiction de réception, le transfert est prohibé. C'est une conséquence très importante. Et cette nouvelle approche nous rappelle, bien entendu, pour ceux qui sont familiers avec la matière, les exigences du RGPD qui exigent qu'une entreprise qui transfère des données personnelles hors d'Europe vers une juridiction qui n'a pas été reconnue comme adéquate par la Commission européenne doit effectuer une évaluation des risques de transfert avant de transférer les données à l'étranger. Le nouvel article 17 ne prévoit pas de reconnaissance du caractère adéquat des juridictions étrangères par le gouvernement, mais il impose tout de même aux entreprises d'effectuer elles-mêmes ces évaluations avant de transférer les renseignements. Donc désormais, on ne pourra pas simplement se fier au contrat qu'on a conclu avec un fournisseur de services ou avec un destinataire. Ça peut être aussi un affilié, ça peut être également un partenaire d'affaires. Même si ce contrat est très robuste, eh bien, il faudra tout de même effectuer cette évaluation avant de procéder au transfert. Si l'évaluation démontre que les renseignements traités à l'étranger feront l'objet d'une protection adéquate, l'entreprise devra conclure avec le tiers une entente écrite. Donc, un contrat de traitement, comme on en a parlé en matière d'impartition, ou un autre type d'entente pour les tiers qui ne sont pas des fournisseurs de services. Si l'évaluation conclut que le traitement étranger crée un risque pour la protection des renseignements qui ne pourra pas être suffisamment réduit avec votre modèle de contrat, alors les parties devront convenir de mesures permettant de réduire ce risque à un niveau adéquat, acceptable. La loi ne précise pas en quoi consisteraient ces mesures, mais on peut imaginer, notamment à la lumière de ce qu'on fait en droit européen déjà, que des mesures techniques, par exemple le cryptage, la dépersonnalisation, des mesures organisationnelles, par exemple des restrictions au partage de renseignements avec des autorités gouvernementales étrangères, pourraient être de nature à atténuer le niveau de risque, à un niveau qui serait acceptable. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, en termes de piste de conformité, je pense qu'effectivement, en premier lieu, le point facile, c'est de réviser sa politique pour s'assurer que les renseignements pourront être communiqués à l'extérieur du Québec. Deuxième étape, probablement d'effectuer, et c'est une bonne idée d'effectuer une cartographie des renseignements qui vont être communiqués hors du Québec ou accéder à distance. La communication, c'est aussi l'accès à distance pour bien comprendre les flux de renseignements qui rentrent et qui sortent de l'entreprise. Compléter votre modèle de FVP pour évaluer les risques associés à la communication de renseignements hors du Québec. Et puis mener une telle évaluation pour les activités de traitement qui impliquent
la communication de renseignement hors du Québec, adapter vos modèles de contrat de traitement pour s'assurer que tout ce qui est exigence liée aux fournisseurs de services hors du Québec soit bien reflété dans le contrat, et aussi créer un modèle de contrat pour ceux qui vont recevoir des données, des renseignements personnels qui ne sont pas des fournisseurs de services, donc les affiliés, les partenaires d'affaires. La procédure d'impartition dont j'ai parlé plus tôt devrait aussi être évidemment complétée avec ces restrictions apportées au transfert hors du Québec. Je vais maintenant passer la parole à Julie qui va vous parler des nouvelles expositions en matière de cybersécurité, de gestion des incidents et de biométrie. Alors, bonjour à tous. Je suis heureuse d'aborder avec vous notre dernier sujet, la sécurité, les incidents et la biométrie. Donc, on va aborder la notion de mesures de protection, de sécurité, le nouveau régime de notification des incidents et enfin, les modifications à la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information concernant l'utilisation de systèmes biométriques pour l'identification. Donc, d'emblée, les exigences de sécurité qui sont déjà prévues à l'article 10 de la loi sur le secteur privé demeurent inchangées. À titre de rappel, les organisations doivent prendre des mesures de sécurité techniques, physiques, organisationnelles appropriées pour protéger les renseignements personnels, en tenant compte, entre autres, de la sensibilité des renseignements personnels. Dans le cadre des nouvelles obligations de la loi 64, en ce qui concerne les EFVP, les évaluations des facteurs sur la vie privée, et en plus de l'article 10 de la loi sur le secteur privé, le responsable de la protection des renseignements personnels va pouvoir suggérer à n'importe quelle étape d'un projet des mesures de protection des renseignements personnels. On ne sait pas exactement à quoi ça fait référence, mais quoi qu'il en soit, le responsable de la protection de la vie privée devrait détenir une expertise pertinente pour pouvoir suggérer ces mesures-là et toujours travailler avec un conseiller en sécurité sur une base continue et le conseiller en gouvernance selon le cas pour assurer la cohérence dans la mise en œuvre de tous les contrôles et les mesures de protection et sécurité requis. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, voici quelques conseils de conformité pour vous aider à vous préparer à ce niveau-là. Catégorisez vos actifs informationnels pour leur attribuer des mesures de sécurité et de protection appropriées. Établissez un processus de communication aussi entre le responsable de la protection de la vie privée et votre département de sécurité. Et créez un comité afin que les mesures de protection soient efficaces et cohérentes d'un projet à l'autre. Si on passe à la diapo suivante. Les incidents de confidentialité. Donc, un incident de confidentialité est défini dans le projet de loi comme étant l'accès, l'utilisation, la divulgation ou la perte non autorisée de renseignements personnels ou toute autre atteinte à la protection des renseignements. Donc, c'est assez large. Tous les incidents qui comportent un risque de préjudice sérieux vont devoir être notifiés à la Commission d'accès à l'information et aux personnes concernées. C'est intéressant parce que le Québec, c'est la seule juridiction au Canada à inclure l'utilisation non autorisée de renseignements personnels dans cette définition d'incident de confidentialité. Et on se questionne à savoir si l'utilisation interne non autorisée, par exemple à des fins marketing, pourrait être considérée comme un incident de confidentialité. Donc, les entreprises vont devoir faire preuve de jugement pour évaluer le risque de préjudice dans ce cadre. Obligation de mitiger le risque. Donc, avant d'aborder le test du risque de préjudice sérieux, on note que les entreprises qui ont des motifs de croire qu'un incident s'est produit vont devoir prendre des mesures raisonnables pour réduire le risque de préjudice et prévenir de nouveaux incidents de même nature. Et ce, peu importe que le risque de préjudice soit sérieux ou non. Donc, c'est important de noter ce point-là. L'évaluation du risque de préjudice sérieux, donc si le critère est rempli, l'incident va devoir être notifié à la CAI, à la Commission d'accès et aux personnes concernées. La loi ne fournit pas de définition ou d'exemple de préjudice sérieux, mais prévoit que les facteurs à considérer sont la sensibilité de l'information ou le contexte de l'utilisation, les conséquences prévues, anticipées de leur utilisation, par exemple, si les infos compromises sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude ou un vol d'identité, et la probabilité qu'ils soient mal utilisés, par exemple, si les informations ont été exfiltrées ou publiées sur le dark web,
elles sont susceptibles d'être utilisées à des fins préjudiciables. Dans tous les cas, il va être requis de consulter le responsable de la protection de la vie privée pour effectuer l'évaluation de risques de préjudice sérieux, selon l'article 3.7. Il n'y a pas de délai prévu pour déclarer les incidents, mais ça va devoir être fait de façon diligente, selon l'article 3.5. On note par contre que la version anglaise du projet de loi mentionne le terme « promptly », donc on considère qu'il s'agit le plus tôt possible. Les obligations de notification s'appliquent à toute organisation qui détient des renseignements personnels selon le projet de loi, qu'il s'agisse du responsable du traitement, du fournisseur de services ou d'un sous-traitant. Au niveau fédéral, la différence est que la PIPEDA exige que l'organisation déclare toute atteinte aux renseignements personnels dont elle a le contrôle. Donc, on ne sait pas si le législateur a volontairement omis de mentionner la notion de contrôle et si la Caisse attend à ce que les organisations signalent toutes le même incident. Mais c'est sûr que cette obligation-là va exiger des arrangements contractuels entre les entreprises qui s'échangent des renseignements personnels. Enfin, les organisations vont devoir tenir un registre de tous les incidents, tout comme la PIPEDA, quel que soit le risque de préjudice, et une copie du registre va devoir être envoyée à la CAI sur demande de celle-ci. Donc, si on passe à la prochaine diapo, voici ce qu'on suggère pour vous préparer. Mettre à jour votre structure organisationnelle de gouvernance puis votre politique de gestion des incidents pour inclure les nouvelles obligations. Réviser vos contrats avec vos fournisseurs de services pour s'assurer que les nouvelles obligations liées à la déclaration des incidents sont prévues. Définir et mettre à jour votre programme de formation pour la prévention et la gestion des incidents. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour conclure, mon sujet culte, la biométrie. Donc, en 2001, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information a adopté des dispositions, ça fait longtemps, visant à encadrer l'utilisation des données biométriques dans un contexte de reconnaissance des identités. La loi 64 apporte des modifications aux articles 44 et 45 de cette loi-là concernant la nouvelle obligation de déclarer l'utilisation des technologies biométriques telles que la reconnaissance faciale ou la reconnaissance vocale à titre de contrôle d'accès, par exemple. Actuellement, l'obligation de déclarer à la Caisse se limite à la création ou à l'existence de banques de données biométriques. Donc, il va être obligatoire de préalablement divulguer à la CAI l'utilisation des technologies biométriques à des fins d'identification. Donc, toute utilisation qui n'implique pas nécessairement le stockage de données dans une base de données biométriques va nécessiter d'être déclarée à la Commission d'accès à l'information. Donc, sans une telle déclaration et le consentement express de la personne, les organisations ne pourront pas utiliser les systèmes biométriques à des fins de confirmation ou de vérification de l'identité des résidents du Québec. Par ailleurs, la création de toute base de données biométriques va devoir être déclarée à la CAI au plus tard 60 jours avant sa mise en service. Et la CAI détient le pouvoir de rendre toute ordonnance pertinente si elle juge qu'il existe une atteinte à la vie privée, telle que la suspension ou l'interdiction de la mise en service du système. Donc, pour conclure avec la dernière diapo de notre présentation, on recommande à propos de la biométrie d'établir des lignes directrices sur l'utilisation et la déclaration de vos systèmes biométriques et de toujours effectuer une évaluation des facteurs sur la vie privée avant tout projet impliquant des données biométriques. Merci beaucoup. Merci à tous et merci au public pour votre présence aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire quelques mots pour conclure cette présentation. D'abord, la présentation et l'enregistrement du webinaire seront disponibles sous peu. Également, Héloïse l'a mentionné plus tôt, notre équipe a préparé un guide de conformité très détaillé sur l'impact du projet de la loi 64 dans les 2 langues, qui sera publié avant la fin de ce mois-ci. Et finalement, si vous souhaitez être tenu
informé des développements en matière de protection de la vie privée au Québec et dans le reste du Canada, je vous invite à vous abonner à nos publications et à nos webinaires sur le site de BLG. Un grand merci à nouveau pour votre présence et j'espère que notre présentation vous a été utile. À bientôt.